Bonsoir à tous, merci de nous retrouver. Nous sommes à moins de 24 heures de la fin de la campagne électorale pour les législatives de 2021. Les Algériens sont appelés à élire pour les 5 prochaines années les 407 députés de la 9e législature de l'Assemblée populaire nationale. Ces élections interviennent dans un contexte de crise politique, économique et sociale, aggravée par les innombrables impacts de la pandémie de la Covid-19, comme partout dans le monde. Autant dire que les enjeux et les défis qui attendent la prochaine Assemblée et le gouvernement qui en sortira sont immenses. L'État algérien, avec l'approbation de la nouvelle loi organique relative au régime électoral, espère reconfigurer par les paramètres de sélection le nouveau paysage politique qui sera marqué par le potentiel jeune. Cela suffira-t-il? Cela sera-t-il suffisant pour amorcer le changement? Nous en parlons ce soir avec nos invités et nous accueillons sur ce plateau Madame Fatiha Benabou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure à l'université Alger 1 en droit constitutionnel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, merci beaucoup. Nous avons également avec nous Monsieur Mohamed Achir, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en économie et professeur à l'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Et Monsieur Mohamed Tabainet, bonsoir. Vous êtes pharmacien et militant de la société civile. Merci d'avoir accepté notre invitation également. Alors tout d'abord, nous assistons depuis le 20 mai dernier à une campagne électorale. De nombreux partis politiques y participent, anciens, nouveaux. Et puis cette grande nouveauté cette année, la présence importante de jeunes militants indépendants. Alors d'abord, une première lecture sur cette campagne, messieurs, dames. Comment pourriez-vous la qualifier aujourd'hui? Plus offensive, des candidats plus présents que lors des dernières législatives, alors pas de grands changements par rapport aux années précédentes? Pratiquement, je vous remercie déjà pour l'invitation. Un contexte très particulier par rapport à l'organisation de ces élections qui viennent pendant une pandémie, une crise sanitaire, une crise économique qu'on est dedans depuis presque plusieurs années, et une crise politique où le contexte est vraiment différent après un hirak et un changement ou bien un processus de changement qui a été entamé. Actuellement, même la forme des élections, elle est différente un peu. On a plusieurs campagnes dans la même campagne et je pense que les partis classiques agréés qui ont de l'avantage par rapport aux autres candidats. Ils ont des traditions par rapport à ces événements. Ils ont de la base, voilà, sont structurés, sont présents dans les wilayas. Peut-être on a vu de l'animation de la part des jeunes candidats, des sorties terrain, des rencontres de proximité avec les citoyens et tout. Il y a de l'animation, il y a quand même un point négatif, c'est toujours la population ne s'intéresse pas à ce genre vraiment d'événements. Il y a des salles pas vraiment. Mais quand vous dites l'animation, c'est dans quel sens? Parce que souvent ça avait été décrié, un peu ce côté folklore de la classe politique. Est-ce que vous avez senti qu'il y avait un contenu, un programme chez ces nouveaux candidats? Justement, c'est par rapport au contenu. Le citoyen s'intéresse au contenu, pas au visage. La liste, elle est variée. Il y a de la jeunesse exigée par la loi électorale. Il y a aussi des femmes. Mais c'est le contenu et c'est le programme qui intéresse les gens et pas le visage et les animations et les activités terrain. Et on sent toujours cette frilosité de la population. Voilà, exactement. D'après des expériences, on a des expériences à l'échec depuis des années et des années. On ne peut pas, à la première ou bien au premier rendez-vous électif, on peut trouver un feedback positif tout de suite. Il y a toujours ces phénomènes, une crainte, est-ce qu'il y aura un changement après ces élections? Quelque chose qui est positif quand même, il y a de la jeunesse. C'est l'aspect positif que vous relevez. Voilà, il y a des amis, des compétences, il y a des professeurs de l'université, il y a des activistes. Mais après, on va parler. Oui, on va en plus en parler. Mais c'est intéressant ce que vous aviez dit tout à l'heure, c'est que les partis classiques auront peut-être plus l'avantage encore cette fois-ci, Madame Benabou. Certains partis ont préféré boycotter, disent-ils, pour rester en phase avec le hirak ou pour avoir eu peur du jugement de la rue. Mais ne perdent-ils pas quelque part une tribune d'expression en laissant l'avantage à ces partis classiques qui ont été hués par le passé? Ben, tout à fait, tout à fait. Bon, c'est vrai que le hirak a été une crise de la représentation. C'est-à-dire que le hirak est un mouvement de foule, a complètement déstabilisé la démocratie représentative, qui, elle, est basée sur la représentation, donc les partis politiques. Elle a remis en cause tous les partis politiques, et c'est dommage, parce que là, la voie est ouverte à ceux qui ont accepté
de participer. Et ces gens-là, ceux qui ont accepté de participer, on les connaît. Ils ne font jamais la politique de la chaise vide. Ils vont aller au niveau de l'APN et ils vont trouver la voie libre pour s'imposer. Et ça a toujours été comme ça. On a toujours laissé des gens qui sont quand même assez futés pour profiter des fenêtres qui leur sont ouvertes. Alors que les partis démocrates ont toujours parfois utilisé la politique de la chaise vide. Et la politique de la chaise vide, eh bien malheureusement, vous risquez de vous retrouver à la fin à crier au loup d'abord, à crier au loup. Le loup, c'est vous qui avez fait appel à lui, parce que s'ils étaient au niveau de l'APN, ils auraient eu les moyens de contrecarrer les actions. Donc après, moi je dis, il ne s'agit pas de crier au loup une fois qu'on l'a laissé s'installer dans la bergerie. Vous l'avez laissé s'installer parce que vous avez refusé d'aller. Et moi, j'ai toujours été contre la politique de la chaise vide. Un parti est censé faire de la politique et non pas forcément se retirer et boycotter. Oui, parce qu'un parti doit être, surtout un parti démocratique, un parti démocratique doit être d'abord un parti qui suit son élite et non pas la base, parce que là, on va vers la démagogie et le populisme. Il faut qu'il ait une élite qui puisse le guider. Cette élite, j'ai l'impression qu'elle n'existe plus, qu'elle est carrément dispersée, disloquée. Elle a complètement disparu, on ne la voit plus. C'est maintenant, c'est par exemple, on a une telle en arabe qui était celui de Platon en réalité, c'est donc alors vraiment, que ça doit être l'inverse. Donc effectivement, cette politique de la chaise vide fait peur parce qu'effectivement, par le passé, cela n'a jamais eu de réel impact sur un changement démocratique qu'on a voulu opérer. Oui, mais maintenant, si vous laissez des partis conservateurs au niveau de l'APN, leur rôle, c'est d'abord de faire la loi. Ça, c'est la couleur un peu qui se dessine du futur Parlement. On va en revenir. Je veux d'abord passer la parole à M. Achir. Votre lecture sur cette campagne électorale, ce que nous venons de dire à l'instant sur le plateau. Bon, moi, je dirais globalement qu'il y a effectivement une nécessité d'y aller vers l'édification de quelques institutions représentatives, parce que le Hirak représente un grand bouleversement quand même depuis pratiquement la guerre de libération nationale, le 1er novembre 1954. Cet élan populaire a été quand même constitutionnalisé, donc d'où l'importance. Oui, effectivement. Donc globalement, sans pour autant, c'est-à-dire parler seulement sur des séquences de changements institutionnels qui visent justement à construire quelques institutions représentatives de la société ou du peuple, ou du moins à réconcilier le peuple avec son espace. Donc je dirais qu'il y a un processus, qu'il faudrait encore renforcer avec une approche inclusive, une approche qui va mobiliser toutes les énergies du pays. Le Hirak a montré une certaine intelligence collective, a montré aussi une détermination pour la construction d'un État fort, un État souverain et un État démocratique. Donc je crois qu'il faut mobiliser cette énergie, mobiliser ces masses populaires, les jeunes, les vieux, tout le monde en fait, qui a adhéré à un processus extraordinaire. Maintenant, bien sûr, il y a une opposition qui n'était pas d'accord avec l'approche ou la méthode adoptée par le pouvoir en place, mais toujours est-il, ce qui doit nous unir, ou bien l'objectif, c'est la construction des institutions. Parce qu'un État, c'est sa constitution, bien sûr, ses institutions, et aussi son élite. Il faut qu'il y ait, c'est-à-dire, il faut ordonnancer. Alors justement, pour construire ces institutions, comment y arriver? Puisque, vous le dites à l'instant, l'opposition se retire. Aujourd'hui, comme on dit, le changement ne se décrète pas. C'est une lutte sur le terrain, tout s'arrache. Je suis tout à fait d'accord. Il faut y aller graduellement. Il faut aussi investir tous les espaces. Oui. Que ce soit des espaces qui sont institutionnalisés. Voilà, toutes les tribunes d'expression. Toutes les tribunes. Il faut également travailler à long terme et travailler selon des objectifs bien tracés et surtout emprunter le chemin qui mène vers la construction d'un État
nationale. Parce que le rêve des pères fondateurs de la nation algérienne, de l'État algérien indépendant, c'est le parachèvement d'un État national fort, un État démocratique et un État de droit. Et ça, c'est une œuvre qui se construit avec le temps et avec la mobilisation de tout le monde. C'est inclusif. Et maintenant... alors le temps, mobilisation de tout le monde, ce qu'on va retenir un petit peu aujourd'hui pour construire un État de droit fort et démocratique. C'est ça. Donc maintenant, il faut respecter les avis des uns et des autres. Il faut pas qu'on soit dans une logique d'exclusion. Je crois, même ceux qui ont boycotté ou bien ceux qui appellent au boycott doivent être respectés aussi parce que c'est une partie aussi militante de ce pays qui veut du changement. C'est un choix, mais il faut rester positif et constructif. Et je répète toujours... En fait, c'est s'unir autour d'un projet de société. Le projet, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est autour de cette question qu'il faudra se poser. D'ailleurs, le rejet ou bien la non-participation à ce rendez-vous, on ne doit pas lier ça principalement au Hirak. Le Hirak, c'est une volonté populaire. Elle est diversifiée, elle a plusieurs courants dedans. Il y a même des Hirakistes, il y a même des partis de l'opposition qui ont défendu le Hirak depuis le 22 février. Ils participent aux élections. Alors c'est des choix, c'est des questions des choix. Et le rejet, il est poussé par des motifs différents. Il y a d'autres qui voient que ce n'est pas la priorité. D'autres voient qu'on doit passer par d'autres préalables avant d'aller vers les élections. Mais la représentativité, c'est une nécessité. Malgré les divergences qui existent, on doit respecter... C'est important d'avoir des représentants aujourd'hui. La façon et comment, on ne peut pas avoir un consensus et c'est tout à fait normal. Oui, bien sûr. Surtout avec une volonté poussée Mais aujourd'hui, puisqu'on parle aussi de politique de chaise vide de certains partis politiques, quel rôle pourra jouer la société civile? Est-ce qu'elle peut aujourd'hui, déjà Madame Benabou peut-être me contredira sur cela, pour elle, vous donnerez votre avis sur déjà la présence ou la structuration de la société civile. Est-ce qu'aujourd'hui la société civile a plus d'importance déjà, a plus de visibilité qu'avant? Probablement dans le discours actuel, oui. Ils veulent donner plus de poids ou plus d'implication de la société civile. Mais on doit différencier entre la représentativité et le vrai rôle de la société civile qui est régulateur, contrôleur de la vie quotidienne du citoyen vis-à-vis des autorités, les gouvernants, gouvernés. Actuellement, la société civile ne substitue à aucun cas l'activité politique au sein des partis politiques. Et je pense qu'il y a même une belle partie des gens qui rejettent l'activité, le rendez-vous des élections, réclament probablement l'agrément des nouveaux partis, probablement qui vont venir après. Il y a des choix dans ce sens. La société civile, elle peut animer, elle peut participer, elle peut pousser des compétences, elle peut pousser, mais à aucun cas, la société civile ne peut jouer seule le rôle de la représentativité. Non, pas seule, mais on l'a vu dans d'autres pays faire adopter des lois, carrément proposer, être une force de proposition. Elle peut accompagner, elle peut aider, elle peut émerger de la compétence à côté de l'activité politique normale. Voilà. Alors Madame Benabou, vous n'êtes pas vraiment d'accord avec ça. Pour vous, la société d'abord doit être visible, connue, structurée aujourd'hui, ce qui ne l'est pas forcément chez nous. Oui, mais je l'ai déjà dit, c'est parce que nous n'avons pas un État moderne qui n'est pas construit. C'est pas qu'on n'a pas un État moderne. Nous sommes en construction. L'État moderne est en train de se construire. Il se construit comment l'État moderne? Il y a la séparation entre société politique et société civile. Une séparation très nette où la société civile vous dit voilà, vous me représentez, la société politique me représente à condition que vous ne touchez pas à mes droits et libertés fondamentaux. Voilà, c'est ça la ligne de démarcation. Or, qu'est-ce qui se passe? L'État moderne n'est pas encore construit totalement. Ça met du temps. Par exemple, dans les pays occidentaux, ça a mis 4-5 siècles. Ça fait à peu près 60 ans qu'on a notre indépendance. Et n'oublions pas, toutes nos structures sociales, toutes nos structures politiques ont été détruites par la colonisation française. Elle a remplacé nos anciennes structures. Dès qu'elle est arrivée, elle a détruit nos structures traditionnelles et elle a mis à la place les communes de plein exercice, les communes mixtes, etc. Donc, nous n'avons plus la conscience de nos structures. Nous n'avons plus cette conscience et en voulant
et en voulant construire un État à l'indépendance, on a construit un État en négation de l'État colonial. Au lieu de le construire à l'intérieur, avec notre infrastructure, avec le mode de production qui nous permet de produire, parce que l'État moderne se construit lorsqu'il y a une accumulation, lorsque l'accumulation primitive se fait et que la distinction survient entre une société civile qui cherche à préserver ses droits et libertés et une société politique. Et là, je reviens. Aucun État moderne ne peut se construire sans ce qu'on appelle, quand je parle d'État moderne, c'est un État démocratique, où le souverain, c'est le peuple. C'est ça la démocratie représentative. L'État moderne ne peut pas se construire sur une démocratie directe. Il se construit toujours sur ce qu'on appelle une démocratie représentative, c'est-à-dire que le peuple élit des représentants dans ce qu'on appelle la société politique. Lui ne peut pas exercer. Quand vous avez parlé de la société civile qui fait les lois, elle le fait en tant que lobby. Oui. C'est des lobbies qui sont dans les couloirs, qui font les lois. Force, hein, oui. Bon, ils peuvent avoir une très forte... Oui, ils peuvent être très forts. Mais en aucun cas, la société civile ne peut substituer à la société politique. Oui. Surtout dans un État moderne et une démocratie. C'est vrai qu'il y a... Je m'excuse. Oui. C'est vrai qu'il y a un mouvement mondial. Les mouvements qui remettent en cause la démocratie représentative. Oui, on connaît les slogans, oui, tous pourris, etc. Mais vous pensez que, comme disait déjà Jean-Jacques Rousseau il y a 2 siècles, vous pensez que 25 millions d'Algériens pourraient aller voter, lever la main sur une place publique? Il y a une différence très nette. Je m'excuse, les gens font peut-être pas la distinction entre la démocratie grecque, qu'on appelle une démocratie ancienne, et la démocratie moderne, qui est une démocratie qui est basée sur la représentation, le mode de représentation. On revient toujours à cette importance de représentativité, de la représentation tout à fait, qui est de la totalement différente. Oui. Oui, probablement le contexte il est différent, c'est pour ça qu'il est venu ce discours de la société civile, vu que le citoyen ne fait plus confiance aux partis politiques existants, probablement, c'est ça. La situation actuelle pousse que les gens cherchent une alternative. Quelle alternative? Il y a le peu de crédibilité qu'a la société civile algérienne avec les jeunes qui ont émergé dans les différents secteurs. Voilà. Mais là, je vais vous interrompre. Moi, je ne fais pas dans l'angélisme politique. Hein. Ouais. Oui. Et ne faisant pas dans l'angélisme politique, pour moi, le jeunisme n'est pas une référence. Vous pouvez trouver des gens très âgés qui sont vraiment très honnêtes, et vous pouvez trouver des jeunes qui sont corrompus. Hein. Ce n'est pas la jeunesse qui est une référence. C'est parfois les valeurs. Les valeurs, c'est l'esprit et les valeurs. Ce que vous venez de dire, alors justement, cette méfiance envers la classe politique qui s'est installée ces dernières années, est-ce qu'elle peut mobiliser aujourd'hui la population? Ce que j'ai dit à l'introduction, probablement les gens s'intéressent au contenu. On refait le même contenu à chaque fois, à chaque événement. La population, pratiquement, elle a que des slogans. Si je fais un constat, si je fais une collecte des programmes et des discours, il n'y a que l'équité de chance, la redistribution des richesses, que des slogans. Ça reste un peu du populisme, la démagogie, pour certains, l'instrumentalisation de la religion. Donc pour vous, le contenu n'est pas encore... Exactement, et le Hirak a mis la barre très haute par rapport aux attentes du peuple sur tous les fronts sociaux, politiques, économiques. Est-ce que ce changement ne peut être qu'opéré que par l'adhésion de la population finalement et par sa mobilisation à ces élections? On disait que ça laissait la place aux anciens partis, à d'autres courants politiques aujourd'hui. Vous le disiez, il ne faut pas crier au loup. Comment renverser la vapeur dans ces cas-là? Moi, je suis réaliste. Certes, il y a des urgences institutionnelles qu'il faut édifier, qu'il faut construire. Parce que l'État est entouré de tensions au niveau de ses frontières. Et puis nous sommes dans un ordre néolibéral menaçant et dangereux. Donc nous ne pouvons pas, je dirais, permettre des vides et des fragilités ou aggraver des fragilités. Maintenant, les approches sont différentes, les visions sont différentes, les méthodes, que ce soit de l'élite politique, des partis ou de personnalités nationales, sont différentes.
C'est pour cette raison que j'ai dit il y a une séquence qui a été choisie pour une Assemblée nationale, d'accord? Mais l'objectif ne devrait pas se limiter à cela, parce qu'il y a tout un processus de construction de l'État. Bien sûr, c'est qu'il y a une étape. Si le discours officiel qui est parlé d'organisation prédatrice, la SABET, si le discours officiel qui est parlé de force extra-constitutionnelle, si le discours officiel qui est parlé aussi de l'accumulation d'un certain nombre de fragilités. Maintenant, revenons à la question de la société civile. Moi, je suis tout à fait d'accord que la société civile ne peut pas, c'est-à-dire constituer une alternative immédiate pour le pouvoir de contrôle. Il faut d'abord une stabilité politique. La démocratie, c'est des dynamiques de gouvernement et de gouvernance et d'action, mais aussi et surtout de contrôle. Et les institutions de contrôle, ça peut être des partis politiques forts et la société civile également. Et maintenant, dans la mondialisation, effectivement, et dans l'ordre néolibéral actuel, effectivement, le lobbying de la société civile joue un rôle très important. Même la diplomatie parallèle aussi se faisait par la société civile à l'étranger. Mais maintenant, est-ce que nous pouvons rapidement construire une société civile artificielle sur laquelle on peut compter pour édifier des institutions fortes ou jouer le rôle de contre-pouvoir? Je ne crois pas. Donc il faudrait y aller vers les fondamentaux de la construction d'un État national. Et l'État national se construit par une réconciliation du peuple et de son espace, et la construction de ce destin commun, la construction aussi de ce cheminement pour le parachèvement d'un État national fort. Et ça a été commencé par le mouvement national, par le 1er novembre 1954, etc. Donc il y a un cheminement à faire. Et s'inscrire toujours dans cette logique de construction. La société civile, d'accord, oui, à saluer, elle a prouvé toujours sa résilience lorsqu'il s'agit de crise. On a vu Covid-19, la mobilisation de la société civile. Le séisme de 2003 également, il y a eu une mobilisation. Peut-être qu'avant de parler de la société civile, il faudrait parler de la structuration de la classe politique déjà. Maintenant, oui. Parce que la population s'identifie à cette classe également, qu'elle se reconnaisse. C'est-à-dire, les partis politiques, il ne faut pas leur incomber toute la responsabilité de l'échec de la démocratie représentative en Algérie. D'ailleurs, c'est une crise mondiale, même en France, aux États-Unis, pas aux États-Unis, mais dans beaucoup de pays européens. Donc il y a le problème de la démocratie représentative. Et on passe à la démocratie directe ou bien par la société civile, où on rajoute un peu cette option de la démocratie participative, c'est-à-dire faire participer le maximum de la société civile et des énergies citoyennes. Et maintenant, il y a une crise des partis politiques dans le monde. Et il y a Morin, le philosophe Edouard Morin, qui a écrit un article il y a une année ou 2 ans de ça, qui parlait de la crise des partis politiques. Mais dans sa conclusion, dans son article, il disait que l'option d'en finir avec la représentation classique par les partis politiques est vouée à l'échec. Parce que l'État-nation a besoin de partis politiques. Tout à fait. Alors justement, en parlant de la structuration de ces partis politiques, aujourd'hui, il faut aller vers ce cheminement également. Aujourd'hui, vous le disiez tout à l'heure, on a peut-être les partis conservateurs qui se détachent un peu, qui émergent lors de cette campagne électorale, mais on ne connaît pas forcément toutes les couleurs, les composantes des autres partis politiques. C'est pas très clair chez nous. C'est pas que c'est pas très clair, c'est qu'une partie n'a pas voulu participer. En réalité, quand on regarde bien la société algérienne, vous avez une partie de la population qui est une très grande partie, j'ai bien dit la majorité absolue, je dirais pas islamiste, non du tout, je dirais conservatrice. Conservatrice, et vous avez à côté les partis, enfin plutôt un groupe nationaliste, les nationalistes, etc. Et vous avez ce qu'on pourrait peut-être qualifier de démocrate, peut-être. Donc les partis conservateurs ne sont pas forcément les islamistes. Les islamistes peuvent ratisser
dans le conservatisme parce que, bon, ils ont les moyens d'aller vers eux et puis de faire appel un peu à leurs sentiments. Les partis, je dirais, nationalistes sont complètement effondrés. Le Hirak les a complètement fait éclater. Et moi, je me dis, bon, il y aura très très peu de partis islamistes qui vont arriver au niveau du... On s'attend peut-être à une mosaïque, comme le prédisent certains partis politiques. Oui, ça c'est clair. Ça, au niveau de ce futur Parlement. Oui. Bon, le champ les modalités, le système électoral fait qu'on a une mosaïque. Vous savez qu'on a un système à la proportionnelle. La proportionnelle avec, bien sûr, un seuil de 5%. Déjà, vous savez qu'il y a une relation, c'est pas moi qui l'ai mis, c'est des grands auteurs, il y a une relation entre le système électoral et le système des partis politiques. Quand vous avez une représentation proportionnelle, vous avez forcément un multipartisme ou un champ politique très fragmenté. Donc ça, c'est une logique. C'est vrai qu'on va se retrouver, c'est vrai qu'on peut, au niveau de l'APN, faire ce qu'on appelle une coalition. Oui. D'ailleurs, elle a commencé à se faire. Vous savez, il y a les coalitions qui sont éphémères, et puis vous avez ce qu'on appelle les alliances. Je sais que j'ai entendu à l'APS, il y a quelques jours, que les trois partis islamistes, Adala, El Bina, et je crois que c'est avec Nada, je crois, je suis pas, c'est sous réserve. Ils ont déjà fait une alliance. Donc vous savez que les alliances préélectorales sont toujours préélectorales, les alliances, et les coalitions, elles sont beaucoup plus éphémères. Hein, les alliances sont plus durables, etc. Je pense que les coalitions vont se faire, c'est ce qu'on appelle les coalitions pré-gouvernementales. Pour émerger en tant que majorité. Ils ne vont pas émerger en tant que majorité, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Les alliances et tout, sauf si vous les faites de manière préélectorale. Bon, je vous ai dit, les partis islamistes l'ont déjà fait, je l'ai lu dans l'APS. Ils ont fait une alliance préélectorale. Maintenant, les indépendants, parce qu'après nous avons les 70 partis qui en fait ne représentent que le chef, il n'y a que le chef. Les 70 partis qui sont quand même comme des indépendants, eux ils peuvent faire une coalition pré-gouvernementale pour former un gouvernement de coalition. Mais c'est connu, toutes ces coalitions qui se forment après pour un gouvernement sont très éphémères et elles peuvent éclater à n'importe quel moment. Pourquoi? Parce qu'il suffit de voir quelles sont les conditions de la coalition. Vous me donnez tel ministère, vous me donnez telle chose, etc. Et quand ils ne seront pas satisfaits, à la première occasion, ils se retirent. Et la majorité, elle éclate. Alors aujourd'hui, si on doit revenir à ces enjeux et défis, l'Algérie a besoin donc d'une stabilité politique et d'un projet de société consensuel pour venir à bout de ses difficultés. C'est autour de cette question, ce sera le premier défi à relever de cette future législature. Justement, le plus important, c'est de construire un processus constituant pour un État fort et un État démocratique et un État souverain. Et la société civile est censée constituer l'immunité de l'État. Parce que le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait durant des décennies? Il a détruit la légitimité et la confiance en ces institutions de médiation. Alors que ces syndicats, ces associations nationales, ces partis politiques censés constituer comme le pare-choc et constituer aussi comme l'immunité de l'État. Et ces institutions-là, ces organisations de la société civile et des partis qui devraient constituer réellement l'immunité de l'État. Mais le pouvoir, on a abusé de ces institutions, on les vit donc de leur rôle, de leur sens, et en détruisant leur confiance. Et c'est pour cette raison que lorsque le Hirak de 22 février, il n'a pas trouvé réellement d'élite, que ce soit partisane ou bien de société civile, qui était à la hauteur de guider ce mouvement-là. Parce que durant des années et des années, on a en quelque sorte, on a altéré, on a cassé la confiance en ces institutions de médiation. Et l'État a besoin de construire sa médiation. Et la médiation, c'est cette société civile, c'est ces syndicats, ces fondations, ces associations, ces partis aussi, ils font partie. Donc la presse, surtout la presse. Les médias. Les médias. Et aujourd'hui, justement, la presse et les réseaux sociaux. Il y a une nouvelle approche des pays développés qui considèrent la presse et les réseaux sociaux comme des nouveaux outils
d'immunisation de l'État pour faire face aux menaces et aux dangers extérieurs. Donc il faut changer d'approche par rapport à la question de la presse et par rapport à la question aussi de la gestion des réseaux sociaux et de tout ce qui est maintenant de numérique ou bien de société virtuelle. Donc voilà, l'État doit s'appuyer sur à la fois la société civile, sur des partis politiques et sur des institutions de gouvernance qui sont contrôlées par des mécanismes démocratiques. Alors, contrôlées par des mécanismes démocratiques, c'est aussi ce que devra tenir comme rôle le Parlement aujourd'hui, contrôler l'activité de l'exécutif. Oui, oui, le Parlement ne doit pas être une institution décorative. Nous avons fait de toutes ces institutions, que ce soit les collectivités locales, que ce soit le Parlement, la société civile nationale, des institutions décoratives ou des organisations décoratives. Il ne faut pas les vider du sens. Il faut y aller vers leur rôle et leur mission principale. Légiférer, contrôler l'exécutif, contrôler. Proposer des lois, être à l'écoute de la population, c'est aujourd'hui ce qui est attendu de ce Parlement. Et cette responsabilité sera multipliée parce qu'on est devant des crises multiples. Une crise économique principalement. Est-ce que la composante ou la prochaine composante de ce Parlement reconnaître qu'on est devant une crise économique? Est-ce qu'on va fonctionner sur un mode de Parlement de crise? On n'a pas cette notion ici en Algérie. Même le Parlement de la situation normale, on n'a pas assez de recul ou bien de tradition dans la législation. Est-ce que le nouveau Parlement, dans ce contexte, va reconnaître tout de suite l'ampleur de ces crises économiques, politiques, parce que le politique va impacter toutes les crises, et la crise sanitaire qui a toujours on en parlera également. Voilà. Est-ce qu'on va fonctionner sur un mode de gouvernement de crise? Ou bien on va former juste un gouvernement avec des rapports de force ou bien des équilibres au sein du Parlement? C'est selon notre vision de la chose. Si on va reconnaître la crise, on doit aller vers un gouvernement de crise qui va fonctionner autrement. Et le gouvernement de crise, il a un fonctionnement un peu particulier. Il va dépasser certainement quelques lois, il va aller vers des décisions rapides qui va induire des charges et des dépenses. Tout ça, est-ce qu'on aura un Parlement qui va s'adapter avec ces missions d'un gouvernement? Ce sera une des principales missions ou défis à relever aujourd'hui, Madame Benabou. Le Parlement, si on va adopter l'approche crise, il doit être un facilitateur, pas un bloqueur de ce processus. On doit aller vers des compétences, des vraies compétences qui peuvent gérer cette phase de crise économique. De ma propre simple avis, je vois qu'on est censé d'aller vers un gouvernement de crise, qu'il est fait à la base de la compétence et de recul de gestion et l'histoire déjà et les écoles qui existent de l'économie ici en Algérie, avec un peu de politique au sein du Parlement, mais pour laisser les choses fonctionner d'une manière comme avant, comme si une caisse à résonance, c'est-à-dire que le Parlement ne légiférait pas. Parce qu'on n'a pas assez de recul par rapport à le rôle de la première chambre, du Parlement. Est-ce que ce Parlement va s'intéresser vraiment aux questions de priorité? Est-ce qu'il ne va pas tarder... Madame Benabou, ce sera la priorité de ce Parlement aujourd'hui, rétablir son rôle réel en tant que... Il faudrait parler de ce rôle. Oui. Je crois que les gens parlent beaucoup, on parle d'élections législatives, de Parlement qui légifère. La première disposition, c'est que le Parlement légifère. Or, sur le plan international, sur le plan mondial, il y a un changement. Le Parlement dans tous les pays, Westminster, le Palais Bourbon, le Parlement, la première chambre ne légifère plus. C'est terminé, ça se passait il y a un demi-siècle. Maintenant, il y a un changement. Pourquoi? Parce qu'il y a en fait ce qu'on appelle le parlementarisme majoritaire, qui fait que c'est le Premier ministre. Et c'est plus un régime parlementaire. D'ailleurs, on l'appelle plus régime parlementaire, on l'appelle ça... Pour le Premier ministre ou le chef de gouvernement, là, tout dépendra d'une majorité ou pas. Moi, sur un plan, je dirais théorique, tout Premier ministre est chef de gouvernement. Ça a été quelque chose d'anecdotique, je l'ai déjà dit. Tout Premier ministre est avant tout chef de gouvernement, partout. Tous les grands Premiers ministres, qu'ils soient britanniques, français, allemands ou japonais, s'appellent Premier ministre. Et ils ont automatiquement une fonction de chef de gouvernement. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'on parle de légiférer. En aucun cas,
les parlements à l'heure actuelle, les chambres ne légifèrent. Ils proposent de loi. Elles ne proposent pas, vous allez le voir, c'est classique, vous trouverez n'importe quel ouvrage, il va vous dire que 90%, sinon 99% des lois sont à l'initiative du chef du gouvernement, de l'exécutif. Mais comment? C'est l'exécutif avec sa majorité. C'est ce qu'on appelle un couple. Donc c'est soumettre le programme d'action du gouvernement au débat et au Parlement. Voilà, et c'est toujours le Premier ministre qui fait. Donc, quel est le rôle, effectivement, maintenant? Il y a un changement, et les gens n'ont pas suivi ce changement. Le rôle essentiel d'un Parlement, essentiel, c'est de contrôler. C'est le contrôle, c'est plus le législatif. Le contre-pouvoir. Oui, le contrôle du pouvoir, le contrôle des politiques publiques, c'est le plus important. Si on avait véritablement un contrôle, jamais on serait arrivé à une corruption pareille. Jamais. Et c'est pour ça que le peuple en veut au Parlement. C'est de ne pas avoir dénoncé, alors qu'il voyait parfaitement des abus, mais qui étaient visibles, visibles par le plus petit, par le citoyen lambda. S'il y avait véritablement un contrôle des politiques publiques, s'ils faisaient véritablement... Parce que là, au lieu de faire leur rôle, les députés venaient faire leurs petites affaires. Ils se faisaient élire pour avoir l'immunité parlementaire. Pendant 5 ans, il était tranquille. Puis on contredisait rarement un programme ou une loi, c'est-à-dire que le débat... Donc, au lieu de s'occuper de contrôler les politiques publiques, il ne faisait pas son rôle. C'est pour ça qu'ils en veulent. Ils leur en veulent. C'est pour ça qu'il y a eu un effondrement. C'est pour ça qu'effectivement, le Parlement, parfois, le président Tebboune a dit, voilà, moi je n'étais pas aussi d'accord avec lui pour faire des élections. Mais je trouve, parfois il a raison, c'est des choix. Comme m'a dit mon ami, c'est des choix qu'on fait. Peut-être que son choix est meilleur que le mien. Moi, j'aurais peut-être pas commencé par les élections. Mais il s'est dit, voilà, le peuple Parce a qu'on sait la crise qu'a touché le Parlement élu en 2017. Donc il y a eu tellement de scandales derrière. Il y a tout un scandale, il y a des shkara, il y a surtout, c'est ça, c'est que c'est la relation incestueuse qu'il y avait entre l'argent sale et la politique. Cette relation incestueuse, c'est vraiment un mélange explosif qui a fait exploser et qui a délégitimé et décrédibilisé l'APN. Alors il s'est dit, bon, dissoudre l'APN, c'est imposé. Je vais dissoudre l'APN. Bon, pour moi, c'était pas une priorité. Moi, j'aurais peut-être, mais moi, c'est un choix qu'on fait. Chacun, les choix, ça se discute, chacun peut avoir raison. C'est aussi ça, un État démocratique. Tout à fait. C'est accepter les choix. Peut-être qu'il a plus raison que moi, alors que moi, je lui ai déjà dit, j'ai dit qu'il fallait peut-être pas commencer par les élections, on va aller droit. Mais aujourd'hui, on en est là, Madame Benabou. Donc comment être efficace avec ce qu'on a? Eh bien oui, de notre côté, c'est vrai que c'était un Parlement qui était totalement décrédibilisé, qu'il fallait donc le changer, effectivement. Pourquoi? Parce qu'il s'agit maintenant je dirais, il y avait un problème, c'est la normalisation institutionnelle. Vous savez, l'ordre juridique algérien, moi j'ai milité pour qu'il n'y ait pas de vide. Il n'y ait pas de vide. J'avais très peur parce que je sais que quand il y a des vides institutionnels... Cela peut mener vers le chaos. On l'a vu dans d'autres pays, l'exemple... Tout à fait. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Si on avait un État moderne, ça m'est complètement égal. Quand un pouvoir, il y a un vide institutionnel, l'État moderne est là, il est fort, on est en mesure de gérer la situation. Mais quand vous avez... L'État fonctionnel. Oui, donc le défi aujourd'hui, c'est ça, c'est de construire un État fort et moderne. Voilà, et fonctionnel. Et fonctionnel, bien sûr. Chez nous, c'était encore la confusion entre État et pouvoir. Le pouvoir, quand le pouvoir tombait, c'était l'État qui s'écroulait avec lui. C'est pour ça que j'avais très peur. Alors quand un État s'affaiblit, ça peut aussi dégénérer, et puis ça peut aussi, on en parlait tout à l'heure. L'État n'est pas institué. En Algérie, comme en Libye, comme en Syrie, etc., l'État n'est pas tout à fait... Le processus d'institutionnalisation est en marche, il n'est pas à terme. Donc il y a un danger. Et l'APN, c'est un processus de normalisation institutionnelle. L'APN, c'était vraiment l'abcès, il fallait le crever parce que c'était les relations incestueuses entre la politique, un mélange explosif. Il fallait crever l'abcès, faire d'autres élections. Est-ce que la société est prête? Est-ce qu'il y a eu des changements? Moi, je dis, vous savez... Il faut aller crescendo.
Il faut d'abord gagner cette confiance. Tout à fait. Alors comment moi, peut-être que j'ai tort, Oui. comment moi j'aurais peut-être conseillé. J'aurais dit, voilà, je pars sur l'économique, je vais régler les problèmes. Alors les défis économiques, justement, Madame Benabou. Monsieur Assir est là. Mais je vais donner oui, par rapport à la législation et le rôle de l'APN, on a une nouvelle constitution, Oui. voilà, qui est le garant de l'état de droit, c'est le Parlement. Qui est le garant. Bon, attention. Mais à travers. Mais pardon. Mais je parle. La Constitution dit. Je parle de l'application, de mise en application déjà du contenu de la Constitution. C'est le Conseil qui est le constitutionnel. garant des Bon. Attendez. Le garant des libertés, hein, je vais vous les donner parce que je suis quand même professeur en droit constitutionnel. Ce n'est pas l'Assemblée. Et les parlements ont parfois été liberticides. Je vais vous donner des exemples. Dans la France de la 4e République, le Parlement a voté des lois liberticides. Celui qui garantit les libertés publiques, c'est bien le juge et le Conseil constitutionnel qui peut, grâce à ce qu'ils appellent l'exception d'inconstitutionnalité, c'est-à-dire rétablir les libertés fondamentales. Oui. Le Conseil constitutionnel qui devient, depuis le référendum, la Cour constitutionnelle. Voilà, la Cour constitutionnelle. Alors, vous parliez de défis économiques aussi très importants. Aujourd'hui, on le sait, la mission s'annonce difficile pour assurer une relance économique sociale à l'heure actuelle, avec la pandémie du coronavirus qui n'a pas aidé, la chute des prix du pétrole. Ainsi, le futur gouvernement aura un peu les mains serrées, un peu les mains liées aujourd'hui face à cette crise financière. Ce sera le défi économique aujourd'hui qui pourrait peut-être rétablir justement cette stabilité politique aussi, cette confiance, ce renouvellement de confiance de la population. Aujourd'hui, c'est ce qui intéresse la population en premier lieu. Oui, quoique l'économique est pratiquement la technique du politique. Bon, c'est une autre définition un peu, pour ne pas se limiter seulement, c'est-à-dire pour ne pas séparer les champs économiques et les champs politiques. Maintenant, les défis sont énormes. Le premier, bien sûr, les défis les plus importants aussi, parce que ça va de soi, c'est d'aller vers l'institutionnalisation de l'exercice de la gouvernance, de l'autorité. Il faut un discours vrai, un discours... Et la vérité. C'est ça, aujourd'hui, on a besoin d'entendre ça. Tout à fait, construire un État fonctionnel avec des institutions, des vraies institutions. Et surtout, l'exercice de la gouvernance doit être institutionnalisé et contrôlé. Gouvernance politique et économique. Et maintenant, la question du champ économique, c'est là où justement il faut y aller vers la triptyque de définition du champ de l'État, de la société et de l'entreprise. Nous devons définir les limites et le champ et le rôle de ces composantes de l'État national. Les défis sont énormes. Nous sommes, sans pour autant retracer un peu les voyants rouges macroéconomiques. Avec la loi de finances complémentaire, on aura un déficit de 4 000 milliards de dinars, l'érosion aussi des réserves de change, ainsi que le chômage qui est à 14%, mais qui est, c'est-à-dire... Léthargie de l'appareil productif, de production également. Exactement, donc les défis, c'est comment, le défi, comment stabiliser d'abord les comptes publics. C'est très important. Il faut y aller vers la stabilisation rapide des comptes publics, parce qu'on ne peut pas continuer avec une dette publique de plus de 60% du PIB. On ne peut pas continuer avec un déficit global de trésor de 14% du PIB et 26% du PIB hors hydrocarbures. C'est énorme comme déficit. Et sans oublier aussi un peu l'érosion de la sphère monétaire. Nous sommes dans une crise de liquidité. Et c'est les chiffres de la Banque d'Algérie c'est-à-dire qu'il y a la chute du pouvoir d'achat qui va avec. Et l'érosion des réserves de change, avec l'érosion du dinar algérien, de la valeur du dinar, et perte du pouvoir d'achat. Et on peut bien sûr enregistrer quelques, c'est-à-dire problèmes en termes des approvisionnements. Donc là, c'est les défis, c'est-à-dire de conjoncture. Maintenant, il faut y aller vers aussi les réformes de structure. Parce qu'il faut agir doublement ou bien simultanément des politiques d'ajustement et de stabilisation des comptes publics, mais sans pour autant altérer ou bien freiner les leviers
de la réforme structurelle et sectorielle. Parce que c'est la réforme sectorielle et structurelle qui est censée justement nous faire sortir de cette dépendance vis-à-vis des hydrocarbures et construire une économie de production. C'est ça notre problème. Et là, le prochain gouvernement, bien, il doit justement rétablir un cadre démocratique de planification stratégique. Absolument. Je dis bien un cadre démocratique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas y aller dans les schémas soviétiques, etc. Mais il faut qu'il y ait un cadre de planification stratégique. Sur le long terme, hein, et pas juste en temps de crise, hein, comme on a l'habitude de les construire. Tout à fait, parce qu'on ne peut pas agir au jour le jour. On ne peut pas... c'est le président de la République qui a dit récemment dans une interview que nous avons une économie désarticulée. Effectivement, elle est déstructurée et désarticulée. Donc il faudrait un plan stratégique, il faut une planification stratégique. Et cette planification doit viser d'abord comment construire une agriculture durable et une sécurité alimentaire, parce que c'est le défi de l'Algérie maintenant, la sécurité alimentaire. Comment rétablir, sanitaire, hein. rétablir le secteur public économique, c'est très important. Et bien sûr, libérer l'acte d'investir en Algérie et réellement réformer le climat des affaires. Et c'est cette stabilité politique que découlera un climat... Et comment mobiliser les énergies, surtout notre diaspora à l'étranger. Nous sommes maintenant dans des industries 4.0, c'est-à-dire nous sommes dans les nouvelles technologies. L'Algérie doit faire face, surtout le monde post-Covid, aux défis de sécurité. D'abord, nous avons la sécurité proprement dite, le problème de sécurité. Nous avons la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire et surtout la sécurité informatique et la protection des données. Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà des échéances électorales, je vais vous donner la parole, de la nécessité de reconstruire un champ politique, on l'a vu, un peu déstructuré, est-ce que nous devons nous interroger sur l'idée que nous voulons de l'Algérie d'abord et du rôle qu'elle doit accomplir dans la sphère internationale? C'est d'abord définir où nous voulons aller. Mais justement... Même dans ce cadre-là, pourquoi une planification stratégique? Même en termes d'ouverture de notre économie et d'intégration des chaînes de valeur à l'international, il doit être des chaînes de valeur ciblées. C'est-à-dire, on ne peut pas ouvrir tous les chantiers économiques. Le plus important, c'est de stabiliser les institutions de l'État, de leur donner du sens, de la crédibilité et de la force. Ça ne s'improvise pas, mais s'organise. Il faut une organisation. Et les suivre, bien sûr, avec une économie affranchie de sa dépendance vis-à-vis des hydrocarbures. Voilà. S'éloigner de l'improvisation. Avec la rente pétrolière. Oui, M. Tavaynet. Il nous reste 5 minutes de débat. C'est l'idéal. Ce sont les projets prioritaires. Mais avant, il y a des préalables. Avant, je pense que le Parlement et le gouvernement sont attachés au mot crise, cette fois-ci. Dire la vérité, c'est un plan d'action. C'est un plan d'urgence. Et appelé autrement, le programme de sensibilisation. Si ce gouvernement il est apte pour passer des programmes de sensibilisation de la population par rapport à des changements probables, par rapport à des modèles économiques et sociaux probables nouveaux, est-ce qu'on est apte de dire la vérité? Et c'est une mission divisé en deux entre l'exécutif et le Parlement. Le Parlement est là son rôle pour déjà participer au préalable. Créer cet équilibre. Il y a la question, par exemple, si on veut commencer, on doit commencer par le dossier des libertés. Les libertés, on doit les renforcer par des textes, par des mécanismes. C'est les parlementaires qui doivent participer. Les libertés, c'est la liberté d'initiative. Si on veut parler vraiment de la relance économique, c'est la liberté d'initiative. Lutter contre la corruption, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté de la justice. Si on va sécuriser ou bien mettre les acteurs en sécurité, on doit parler de la dépénalisation de l'acte de gestion. On doit aller vers la dépénalisation tout de suite. On ne peut pas rester comme ça, un administrateur qui ait peur ou bien un opérateur qui est menacé parce que juste il y a cet acte de gestion qui peut-être peut le mettre aux prisons du jour au lendemain. La dépénalisation de l'acte de gestion. Et donc, ça va nuire même à l'image du pays et rendre notre économie même pas attractive par rapport. Et très rapidement sur la sécurité sanitaire, et je vous donne la parole. Par rapport à la sécurité sanitaire, c'est les mêmes préalables. Aujourd'hui, on l'intègre autant dans une phase aussi importante que la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique. On parle de sécurité sanitaire, on a vu par quoi on traverse. La sécurité sanitaire, maintenant, le dossier santé, il doit être revu.
Parce qu'on a un système de santé un peu classique qui n'est pas conforme avec les enjeux, qui n'est pas conforme avec les nouveautés, les actualités et tout. On doit, d'ailleurs, il y a un processus qui a été annoncé dans ce sens par rapport à la réforme hospitalière et tout. Mais il y a des préalables, il y a de la stabilité des institutions. Par exemple, moi, en tant qu'acteur de la société civile, je ne peux pas à chaque fois, chaque une année et demie, je dois coopérer avec un nouveau gouvernement et je dois refaire tout le travail, tout l'acheminement des propositions, des contributions. Stabilité politique, vision à long terme. Oui, justement, dans ce cadre-là, surtout l'insécurité juridique. Stabilité du cadre juridique. Énormément de problèmes pour le pays. Mais puisque nous sommes dans un débat d'économie politique, il faut aussi assainir cette toile d'araignée qui a tissé l'État avec des milieux douteux, avec même le pouvoir. Nabo a parlé de cette confusion entre l'État et le pouvoir. Donc il faut assainir la relation de l'État avec la société et avec l'entreprise et définir la rente pétrolière. La rente pétrolière, mon point de vue, doit servir pour des projets de durabilité et doit servir pour l'éducation, la santé, la culture. Il ne doit pas être... Comme la question des subventions. Il ne devrait pas servir justement aux importations. Nous avons une économie de rente et d'importation et on a bradé les réserves de change pour les importations. Et assainir, je répète, il faut assainir la relation de l'État avec cette toile d'araignée d'organisations prédatrices, sous couvert d'entreprises, etc. Sans pour autant, bien sûr, dénigrer l'entreprise. L'entreprise est, au contraire, c'est un partenaire, indispensable pour la création des richesses. Même pour distribuer des subventions, il faut qu'il y ait une entreprise qui crée de la valeur ajoutée. Donc, il faut définir les choses dans leur sens, dans leur objet, dans leurs frontières. Merci. Alors, pour paraphraser un homme politique, il avait dit que la volonté politique ne se mesurant pas aux intentions, mais à l'œuvre. Les élections législatives devront ouvrir la voie à la constitution d'un gouvernement d'unité nationale autour d'un projet à la hauteur des aspirations populaires et des ambitions historiques et stratégiques de notre pays. Ce sera un défi, le défi du futur Parlement. Je ne sais pas, à mon avis, donc, tout dépendra des majorités. Je vous ai dit que il va y avoir des coalitions. Alors, en 2 minutes, s'il vous plaît, on va dépasser le temps qui nous est imparti, oui. Je ne peux pas aller dans... Je ne peux pas... Je dis, je ne suis pas quelqu'un qui va dans l'angélisme politique. Et ça dépendra des formations politiques. Quand vous avez des formations politiques qui ne trouvent pas un contre-pouvoir, par exemple, dans une assemblée, vous avez la majorité, mais en face d'elle, vous avez une opposition. Quand une majorité, elle rentre, elle est en roue libre. Elle n'a personne, parce qu'il y a une partie de la société qui n'a pas voulu se présenter. Elle fera tout ce qu'elle voudra. Vous mettez le loup dans la bergerie. Parce qu'il peut faire ce qu'il veut. Mais qu'est-ce qui fait la force des États occidentaux? C'est qu'à chaque fois qu'il y a un pouvoir, il faut lui mettre un contre-pouvoir. Quand vous laissez la voie libre, c'est pour ça que je dis à mes amis démocrates, c'est une erreur d'avoir cette politique de la chaise vide. Parce qu'à chaque fois, vous laissez la voie libre à d'autres. Et ils vont rentrer, ils vont faire ce qu'ils vont vouloir. Ils vont changer les lois. C'est quand même très important de changer parce que ils peuvent avoir... Maintenant, le changement, c'est qu'ils peuvent avoir un chef de gouvernement qui va appliquer son programme. Dernière question, est-ce que le taux de participation à ces élections sera aussi un enjeu et un défi ? Oui, sur un plan politique, je l'ai toujours dit, sur un plan politique, c'est toujours un enjeu. Mais sur un plan légal, non, on sait très bien que les élections, les Algériens ont toujours boudé. Boudé. En 2017, c'était 35% et selon les anciennes... Depuis 62, enfin... Les législatives ne drainent pas beaucoup de monde. La seule élection qui a réussi, c'était celle de 62, c'était sur le référendum d'indépendance. Sinon, les Algériens ne sont pas intéressés, débrouillez-vous. Parce qu'on parlait tout à l'heure du beylik. Effectivement, nous avons encore cette mentalité du beylik. C'est pas mon problème. Le politique, c'est pas mon problème. Le beylik... Il faut aujourd'hui faire participer la population. Il faut qu'elle soit impliquée dans le processus de changement. Il faut qu'elle mûrisse. Moi, je pense que la maturité politique est très importante. Il faut arriver à l'impliquer effectivement pour qu'elle participe. Mais il faudrait qu'elle ait cette maturité politique pour savoir qu'il y a des enjeux. Quand vous laissez un gouvernement majoritaire faire des lois
Après, il faut pas se mettre à pleurer. Hein. Va dire oui, pourquoi est-ce que vous avez touché l'école, etc. Non, quand on a laissé la chaise vide, il faut s'attendre à ce que les autres l'occupent. S'impliquer, dernier mot, l'implication de la population. Je dirais, il faut réconcilier que ce soit l'élite politique, le gouvernement, la société avec le bien commun. Le bien commun doit, c'est-à-dire, c'est l'enjeu et le défi majeur. Nous devons construire ce bien commun et cette maison aussi, Algérie. Et tout ça, c'est des processus. Oui, c'est des processus. Et surtout, vous parlez la démocratie ne peut pas c'est-à-dire se limiter à des déclarations d'intention ou bien à des chartes d'éthique. Mais c'est des contrôles permanents et obligatoires. Ce n'est pas seulement des intentions. Exactement. C'est des contrôles permanents et obligatoires au niveau de toutes les institutions à travers des mécanismes, la société civile, les partis politiques et les institutions de consulting, etc. Se mettre à l'œuvre tous ensemble? Oui, bien sûr, c'est une obligation et on doit reconnaître, nous tous, quelle que soit la position, l'ampleur des crises multiples qu'on va traverser ensemble, la crise politique, la crise économique, la crise sanitaire, Covid-19, et on doit tous participer. Dualité, j'insiste sur la dualité Parlement et gouvernement de crise, fonctionner autrement pendant les prochaines années, parce que c'est vraiment l'avenir des futures générations, c'est pas le nôtre, c'est pour les futures générations. Merci à vous tous d'avoir participé à ce débat. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je pense qu'on a un peu dépassé l'heure qui nous avait été accordée. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir et à lundi prochain.